La voiture fonce vers le garçon. Le conducteur ne regarde pas. Il est trop tard pour s'arrêter ou dévier et elle se dirige droit sur lui. New York, 1984. Un garçon joue au ballon dans la rue lors d'une journée de chaleur. Il est seul parce que sa mère ne le laisse pas jouer dehors quand il y a d'autres enfants autour. Soudain, une voiture surgit à toute allure dans la rue. Le garçon manque de temps pour s'échapper. Il ouvre instinctivement la bouche de surprise et quand il le fait, la voiture disparaît dedans. Entendant le crissement des freins depuis l'intérieur, la mère du garçon se précipite dehors. Elle est furieuse. Une fois qu'il a recraché la voiture, elle le traîne à l'intérieur. Elle l'enferme dans sa chambre, puis se sert un autre verre. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. La mère du garçon ne cache pas le fait qu'elle aurait préféré qu'il se laisse simplement percuter par la voiture. Le garçon ne comprend pas la cruauté de sa mère envers lui. Peut-être qu'elle a peur de ses capacités hors normes, mais il n'a jamais nui à quiconque. Il a déjà fait des tests avec des insectes et des rats, et même une fois ou deux avec le chat d'un voisin. Chaque fois qu'il avale quelque chose, il peut toujours le récupérer plus tard sans lui causer de dommages, même s'il s'agit d'un être vivant. Sa mère devrait le savoir maintenant, car parfois, quand elle tire un peu trop fort sur son bras ou qu'elle claque accidentellement une porte sur son pied, il réplique en crachant une douzaine de rats vivants sur le sol de la cuisine. Quand il sera un peu plus âgé, le garçon développera la théorie que la vraie raison pour laquelle elle le déteste est parce qu'il lui rappelle son père, qui aurait pu avoir les mêmes pouvoirs que lui. Impossible de le confirmer, son père ayant quitté la ville avant sa naissance. Mais pour l'instant, il a 8 ans et souhaite pouvoir s'enfuir de chez lui. Il n'a jamais sérieusement envisagé cette idée, car anormal ou non, il sait qu'un enfant comme lui ne s'en sortirait pas très loin tout seul dans la Big Apple. Dans le meilleur des cas, les flics le récupèrent et le reconduisent chez lui. Au pire, il croise un de ces hommes effrayants en camionnette blanche dont les médias parlent souvent. Cette nuit-là, toutes ses prières sont sur le point d'être exaucées. Il y a un tapotement à la fenêtre et le garçon ouvre les rideaux pour trouver quelqu'un debout sur l'échelle de secours. C'est la silhouette d'un homme qui semble normal au début, mais lorsque le garçon allume ses lumières, il se rend compte que les yeux de l'homme sont là où sa bouche devrait être, et sa bouche est là où ses yeux devraient être. Dans des circonstances normales, cela aurait pu être effrayant, mais le garçon est ravi de rencontrer l'homme au visage à l'envers. Après tout cela, il sait qu'il n'est pas la personne la plus étrange sur Terre. Il demande à l'homme au visage à l'envers s'il est son père, car cela lui semblait une chose logique à supposer à ce moment-là. L'homme dit qu'il ne l'est pas, mais que le garçon peut l'appeler Manny, car c'est ainsi que tous ses amis l'appellent. Manny a entendu parler de l'incident avec la voiture et présente ses excuses. Il demande au garçon s'il va bien, qui lui répond par un haussement d'épaule. Il informe Manny que sa mère est inconsciente devant la télé dans le couloir. Il dit à Manny qu'elle ne le laisse pas souvent avoir des amis ou sortir. Manny est très compréhensif. Il dit que ses parents n'étaient pas très gentils non plus. C'est ici que Manny propose au jeune garçon un marché. Il lui dit que son don unique le rend spécial. Les monstres méritent d'être aimés tels qu'ils sont. Ils ne doivent pas être enfermés dans des boîtes. Ils appartiennent au monde extérieur où ils peuvent y faire rire, crier et vomir les gens. Et si le garçon vient avec lui, il peut aller dans un endroit où tout le monde est aussi un monstre et où ses pouvoirs peuvent faire de lui une star. Le garçon n'a même pas à y penser. Il accepte immédiatement. Quand sa mère se lève à 3h du matin pour éteindre la télé, elle est dans un appartement vide. Elle ne signale jamais la disparition de son fils. Le garçon est conduit au cirque où on lui présente des enfants et adultes aux capacités étranges et variées. Le cirque est un endroit très étrange en général. La barbe à papa est d'un noir profond, les tantes semblent pouvoir voyager n'importe où, et la plupart des clowns ne retirent jamais leur maquillage, et agissent plus comme des chiens surexcités que comme des personnes. Cependant, le garçon se fait vite des amis. Au fil de sa croissance, il développe ses compétences, sa performance et s'affirme de plus en plus. Autrefois timide, une fois lancé, les autres artistes ne peuvent plus l'arrêter de parler. Alors, sa nouvelle famille de cirque lui donne un nouveau nom, Motormouth. Motormouth apprend l'art du clown auprès des rares clowns humains du cirque. L'un d'eux, Wembley Pinhead, se produit dans un costume de Pierrot classique et prend sa carrière de clown très au sérieux. Il a peu de patience pour le jeune Motormouth, car il considère que le métier de clown est un art de la performance sérieux et mature. Cette déclaration pourrait être la plus drôle qu'il ait jamais faite. L'autre mentor de Motormouth est un clown vagabond grisonnant nommé Scruffy McGrubbins.
Scruffy est un grand homme à la voix profonde et grave qui sent toujours la cigarette. Très sage pour un clown, il partage toujours sa sagesse avec Motormousse lors de leur rencontre, que ce soit un proverbe de sa grand-tante ou pour le remettre sur le droit chemin concernant les rumeurs entendues des autres monstres. Un jour, Motormousse interroge quelqu'un à propos d'un nom qu'il a entendu au cirque, ou du moins ce qu'il suppose être un nom car cela y ressemble. Il demande à Scruffy qui est Essipé et pourquoi tant de monstres ont peur d'elle. Scruffy lui affirme que ce sont des sottises et qu'il ne devrait pas s'en préoccuper. Les adultes du cirque se montrent moins accueillants envers le garçon quand il développe ses talents. Manny reste une figure constante dans sa vie. Bien que moins cruel que la mère de Motormousse, il croit en l'amour dur. Cela sans parler de Herman Fuller lui-même, qui ne laisse jamais ses artistes oublier qu'il les considère tous comme totalement remplaçables. Motormousse apprend à jongler par Sid, un homme travaillant dans un cirque comme tête de mule humaine. Son aptitude anormale lui permet d'être poignardé n'importe où sans aucun dommage durable. C'est un homme maussade portant beaucoup de cuir et de maquillage noir pour les yeux. Motormousse soupçonne que son attitude est due à son échec en tant que leader d'un groupe de rock. Sid déteste devoir apprendre à Motormousse comment jongler, mais personne d'autre ne voulait s'en charger, alors il était coincé. Mais Motormousse, habitué à côtoyer des adultes hostiles, est bien plus audacieux qu'à ses 8 ans. Chaque fois que Sid essaie de le faire se sentir mal, il est toujours prêt à riposter avec une remarque de sa part. Même ainsi, il veut que Sid le respecte. Un jour, il propose d'essayer de former un duo ensemble. Sid répond en le frappant à la tête avec une quille de jonglage. Motormousse obtient son premier rôle dans le cirque alors qu'il est encore préadolescent. Malgré son apprentissage rapide, il manque encore de confiance pour être un acteur solo. Donc, au début, tout ce qu'il fait, c'est agir comme une voiture de clown humaine, entrant dans le ring et laissant une douzaine de clowns sortir de sa bouche. Le spectacle commence avec le maître de piste qui présente les clowns. Il est confus quand aucun clown n'apparaît. Il se gratte la tête et demande au public s'ils ont vu des clowns dans les parages. Personne dans le public ne dit qu'ils en ont vu. Le projecteur se tourne vers Motormousse, un garçon d'apparence ordinaire qui attire l'attention du maître de piste. Le maître de piste demande au garçon s'il a vu des clowns et il acquiesce. Puis le maître de piste demande où ils sont et sans dire un mot, le garçon ouvre la bouche. Un petit clown fait une roulade avant dans le grand chapiteau, puis un autre, puis un autre. Chaque clown est plus grand que le précédent, le dernier étant sur des échastes de 6 pieds de haut. Les clowns courent autour du grand chapiteau sous les acclamations de la foule jusqu'à ce que le maître de piste siffle et qu'ils se mettent au garde à vous. Le maître de piste remercie le jeune Motormousse d'avoir ramené les clowns au cirque. En récompense, il donne au garçon une sucette arc-en-ciel surdimensionnée que, bien sûr, Motormousse avale en une bouchée avant de faire une révérence et de s'enfuir. Ce numéro divertit suffisamment les foules, mais Motormousse se lasse rapidement et commence à rêver de choses plus grandes et meilleures. Plus que tout, il veut se produire en tant que jongleur. Il aime faire rire les gens, mais porter quotidiennement de grosses chaussures ridicules et du maquillage gras ne correspond pas à la fierté en développement de l'adolescent. Il a environ 15 ans à ce stade et veut être pris au sérieux. Il tolère de passer plus de temps avec Sid pour s'entraîner quotidiennement à jongler. Sa formation ne prend fin que lorsque Sid meurt subitement dans un accident de spectacle impliquant des épées enflammées. C'est une grande perte pour le cirque, mais pas une grande perte pour Motormousse, qui se retrouve à devoir inventer un numéro de jonglage en très peu de temps. Au début, il jongle et raconte des blagues. Mais en s'intégrant à la troupe de cirque, il sent qu'il devrait changer un peu les choses. Sans doute encouragé par les hormones, il a l'idée d'avoir une belle assistante qu'il peut placer dans le public comme une plante et avaler dans le cadre de son numéro. Le nouveau numéro est un triomphe. Motormousse débute son numéro en mélangeant jonglerie et blague, utilisant son talent unique pour avaler et recracher des objets de plus en plus insolites avec lesquels il jongle. Il jongle avec des balles de tennis, des fruits, des quilles et des boules de bowling ainsi que des torches enflammées. Au moment crucial de son numéro de jonglerie, une spectatrice commence à le chahuter. Elle affirme que tout le spectacle est faux. D'autres spectateurs s'exclament, se demandant si c'est réel ou une partie intégrante du spectacle. Motormousse et l'importune se querellent. Il la défie de monter sur le ring pour vérifier elle-même s'il est un imposteur. Elle se lève et descend vers le ring, enjambant la barrière pour se tenir juste sous les projecteurs avec Motormousse. Il l'invite à mettre sa main dans sa bouche. Elle le fait, son bras disparaissant jusqu'à l'épaule.
Elle attrape le premier objet qu'elle peut saisir et quand elle retire son bras, elle tient une batte de baseball en bois. La foule rit. La perturbatrice dit qu'elle n'est toujours pas convaincue, alors Motormouth la laisse attraper son menton et tirer, juste pour voir jusqu'où sa mâchoire peut s'ouvrir. De ses deux mains, elle étire la mâchoire inférieure de Motormouth à la largeur de ses bras. La foule commence à rire de nouveau. Submergée par la curiosité, la perturbatrice met sa tête dans la bouche de Motormouth et apparemment sans avertissement, sa mâchoire se referme comme un élastique et la femme disparaît. Il reprend son numéro de jonglage comme si rien ne s'était passé et la foule éclate dans un mélange de soupirs choqués et de rires hystériques. Pour la pièce de résistance, après avoir jonglé avec 5 ananas avec un 6e en équilibre sur sa tête, il recrache la femme et tous deux s'inclinent. Pendant cette période, il développe une relation étroite avec un autre artiste, Théo, un acrobate anormal qui peut retourner sa peau à l'envers. Théo est un peu plus âgé que Motormouth, mais leur lien se transforme rapidement en romance. Les deux artistes forment un duo ensemble. Théo fait un saut du haut, plongeoir, et Motormouth le rattrape dans sa bouche, mais ils apprennent rapidement ce que beaucoup de gens doivent apprendre, que les romances, sur le lieu de travail, ne durent de jamais longtemps. Les deux garçons se séparent, mettant fin au duo. Théo quitte le grand chapiteau pour se produire dans le spectacle secondaire. Durant le séjour de Motormouth au cirque, une tension s'installe entre Herman Fuller, le chef de piste, et l'homme au visage à l'envers. Herman sait que ses artistes en ont après lui et devient de plus en plus paranoïaque en conséquence. Manny le dénonce et en représailles, Herman l'attache et manque de le tuer devant toute la troupe de cirque. Mais au lieu de les effrayer, comme prévu, une énorme émeute éclate, avec chaque monstre, clown et acrobate qui se rassemble pour battre Herman Fuller jusqu'à la soumission et le chasser définitivement de son propre cirque. Ensuite, Manny dirige le lieu avec Iki, l'un des clowns, comme maître de piste. Les choses sont meilleures sous la direction de Manny et Iki. Motormouth continue d'attirer les foules sous le grand chapiteau, mais rapidement, quelque chose semble un peu étrange. Manny n'est pas lui-même. Il commence à perdre son sang-froid plus souvent que d'habitude. Le stress de sa nouvelle position commence visiblement à l'épuiser. Manny présente parfois un nouvel enfant à la troupe de cirque. Ils auront une sorte de capacité anormale et Manny expliquera qu'il les a sauvés d'un foyer négligent. Motormouth est bienveillant envers ses enfants, se souvenant avoir été dans la même situation. Il propose de s'occuper de ses enfants et de leur apprendre à se produire. Certains des enfants semblent dépassés ou même effrayés, mais Motormouth est toujours patient. Évidemment, ils sont effrayés. Le cirque de Herman Fuller peut être menaçant pour un enfant, d'autant plus que la plupart viennent de foyers terribles. Un jour, une jeune fille vient le voir en larmes. Motormouth lui a appris à jongler, elle se sent donc à l'aise d'aller le voir. Il lui demande ce qui ne va pas et elle lui dit à quel point elle veut rentrer chez elle. Contrairement à ce que Manny avait dit, elle n'est pas orpheline. Ses parents étaient vivants et l'aimaient et étaient malades d'inquiétude, se demandant où elle était partie. En entendant cela, Motormouth est furieux. Il demande à Manny de s'expliquer. Manny gifle Motormouth en plein visage et lui dit de ne plus jamais défier son autorité de cette manière. Manny fait ce qu'il doit faire pour maintenir le cirque en activité, car c'est son travail de le faire par tous les moyens nécessaires. Même si Motormouth essaye de lui dire qu'il est paranoïaque, il ne veut pas écouter. Motormouth réalise alors qu'il doit prendre le problème en main. Ensemble, ils planifient leur fuite. Elle le laisse l'avaler et la sortir discrètement du cirque pour la ramener chez ses parents qui l'attendent. Tout se passe sans accroc, mais quand After Motormouth revient au cirque, Manny l'attend. Il est furieux. Motormouth veut raconter à tous ce qui s'est passé, mais ils ont déjà pris leur décision. Manny a une autorité absolue ici, et s'il leur dit que Motormouth essaie de saboter le cirque, alors ils le croient. C'est no. Comme Herman Fuller avant lui, Manny rassemble tout le monde pour regarder alors qu'il fait un exemple de lui-même. Cela lui fait mal de devoir le faire au fond, car il connaît Motormouth presque toute sa vie. Mais le cirque est si prioritaire. Motormouth est enfermé dans un coffre en bois qui est verrouillé avec des chaînes et étiqueté avec une carte qui dit « Pour ici ». Ainsi va la tragique histoire de SCP-2094, mieux connu sous son surnom Motormouth. Car s'il y a une chose vraie parmi les nombreux contes décousus que SCP-2094 est susceptible de raconter, c'est qu'il a une bouche vraiment extraordinaire. Il est maintenant un résident permanent à Biocide 59 où il a révélé aux chercheurs de la Fondation les détails étranges de sa vie avant sa quarantaine et son implication avec le fameux groupe d'intérêt, le cirque de l'inquiétant de Herman Fuller.
Premièrement, il possède une capacité inhabituelle à étirer sa mâchoire et sa gorge pour ingérer des matières solides, vivantes ou inertes, de toute taille. La matière qu'il avale semble être transférée dans une sorte de dimension de poche sans limite à l'intérieur de l'estomac du sujet où elle reste indemne et en suspension. Comme vu dans l'acte légendaire de Motormouth, il peut régurgiter intactes et vivantes les choses avalées. Comme beaucoup de soi-disant monstres, Motormouth a rapidement été intronisé dans le fameux cirque de l'inquiétant de Hermann Fuller, une organisation sinistre et souvent abusive qui exploite les anomalies humanoïdes pour un gain monétaire. Malgré leur mauvais traitement, Motormouth a refusé de donner toute information d'identification qui pourrait mener à la fondation surnommée par les membres du cirque Miss S. Mnudenapé, fondation appréhendant d'autres membres du carnaval diabolique. Dans une interview avec le chercheur de la fondation, le docteur O'Sullivan a dit « La vie de cirque n'est pas pour tout le monde. Mais bon, Manny et la bande ont fait de leur mieux. Ils nous nourrissaient et nous offraient un endroit où dormir. J'ai encore pris une raclée comme tout gamin. C'est tout simplement une partie de grandir. Ça m'a gardé dans le droit chemin et m'a fait grandir rapidement. Les gens du cirque m'aimaient comme l'un des leurs. Ils ne m'ont jamais fait sentir que je devais cacher ou avoir honte d'être un monstre. Dans une famille de cirque, on prend soin les uns des autres. On ne trahit pas sa famille pour la vendre à la S. Holopedia Fondation. » Dans l'ensemble, Motormouth a été de bonne humeur en détention, toujours prompt à faire un tour ou à faire une blague lorsqu'il est sous observation. Mais, comme beaucoup de comédiens et d'artistes, quelque chose de plus sombre s'est révélé sous la surface. Il ne l'admettrait pas, mais les horreurs qu'il a vécues ont laissé des traces sur lui, entraînant un certain nombre d'incidents malheureux. Le plus grave étant que Motormouth a essayé de s'avaler tout entier. Ce qui, il faut l'admettre, est un peu difficile à imaginer. Depuis, il a reçu un suivi et un soutien plus étroits et a montré une amélioration globale. SCP-2000, 94 est contenu dans une chambre résidentielle de sécurité moyenne à Biosite 59 avec des luxes et commodités standards préapprouvés d'un hôtel de moyenne gamme comme incitation pour promouvoir sa coopération lors des entretiens et expériences supervisées. En raison de la dépression et du trouble de stress post-traumatique que Motormouth subit à la suite de son enfance difficile et de son âge adulte encore plus difficile, il bénéficie de séances régulières de conseils en santé mentale avec le Dr Aniston, le psychiatre sur place à Biosite 59. Il a également reçu une prescription de médicaments psychiatriques pour aider à traiter certains de ses problèmes sous-jacents. Avec autant d'objets maudits, de monstres maniaques et d'êtres incompréhensibles enfermés dans les limites de la fondation SCP, il est facile d'oublier le sort d'anomalies comme Motormouth. Des personnes dont les dons extraordinaires et les fardeaux font d'eux des parias dans la société et finissent souvent sous la garde d'une organisation célèbre pour être froide et insensible. Et dans l'obscurité d'une cellule de confinement de la fondation, un peu de gentillesse et de compassion peut faire beaucoup. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur maintenant. Consultez maintenant un autre fichier du Dr Bob comme SCP-2484 vers Parasite de la mayonnaise.